Dans l'actualité de l'éducation, maintenant, on évoquait hier les nouvelles spécialités pour le futur baccalauréat. Ce nouveau bac 2021 comportera aussi un grand oral pour y habituer les jeunes. On leur donne de plus en plus souvent la parole en classe pour faire des exposés. C'est très à la mode. À Elvin, dans le Morbihan, Julien Roux, Régis Rouanet. On embarque dans l'une des 30... Ce soir, pas de devoir écrit pour Célestine, mais une présentation à l'oral de la ville de Londres face à son père. Remontez vos montres d'1 heure. C'est parti. Et n'oublie pas de regarder les gens. Demain, elle présentera son premier exposé, un défi pour cette jeune fille timide. Qu'est-ce qui te stresse le plus? Parler devant les autres un peu. C'est compliqué? Non, mais ça fait un peu peur. Le fait de pouvoir commencer aussi jeune à prendre la parole devant le public, c'est un atout pour l'avenir. Justement, moi j'aurais aimé les avoir, ces exposés, parce qu'à mon époque, on commençait au mieux fin du collège, début du lycée. Aujourd'hui, c'est devant ses camarades de CM2 que Célestine prend la parole, seule sur son estrade. Quel est le point commun entre Harry Potter, Mary Poppins et Paddington? Elle a 10 minutes pour capter l'attention de son auditoire et très vite, elle n'hésite pas à échanger avec les autres élèves. En quelle matière sont faits les chapeaux des gardes de la reine, Julie? Les doigts se lèvent et le pari est réussi. Ça fait un peu peur au début. Et puis après, si on s'habitue, du coup, c'est bien. Superbe exposé, Célestine. T'as parlé très fort. Ça, c'était super, parce que je t'entends pas aussi fort en classe. Pour développer l'éloquence de ses élèves, cette maîtresse a décidé de multiplier les occasions de prise de parole. On travaille l'oral de différentes manières, par les poésies, par les débats, par les informations, par la lecture à voix haute. Ça permet d'ouvrir aussi d'autres voies à des enfants qui sont peut-être en difficulté face à l'écrit. Ça m'apporte à bien me concentrer. Ça fait un peu une expérience. Comme ça, après, quand on sera grand, on va pas buter sur les mots. Un atout supplémentaire pour ses élèves. Dans 2 ans, le nouveau bac comportera un oral de 20 minutes pour tous les candidats. J'ai retenu la question, point commun entre Harry Potter et Mary Poppins. C'est le journal de 13h, on les verra tous les deux dans quelques minutes. À propos des jeunes, d'abord, une belle initiative à Marseille. À quelques jours de Noël, les enfants font des dessins
Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Vendredi 21 décembre, voici les titres. Les fêtes et les mesures votées à l'Assemblée en faveur du pouvoir d'achat suffiront-elles à calmer les gilets jaunes? Pas sûr. Les porte-paroles du mouvement appellent à manifester encore demain et cette fois à Versailles. Le château a décidé de fermer ses portes et la ville se prépare. Il serait l'un des commanditaires de l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015. Peter Sherif a été arrêté à Djibouti. Ce djihadiste français a été recherché depuis plusieurs années. Il était un proche des frères Kouachi. Une bonne nouvelle pour tous les malades du sida. Des chercheurs français ont découvert comment éliminer les cellules infectées par le virus. Jusqu'ici, on savait simplement éviter leur propagation. Une découverte porteuse d'espoir de guérir un jour peut-être du sida. Elles vont plaire à toutes les fines bouches. Les bûches de Noël se diversifient. Celles au chocolat et au café sont dépassées. Cette année, on en choisit aux fruits du soleil, citron ou orange et même à base de fleurs. Les pâtissiers aiment créer de nouvelles saveurs pour des produits très colorés. Il était photographe et frustré de ne pas être musicien. Robert Doisneau a fait des centaines de clichés d'instruments et de musique populaire. Une exposition retrace ses plus belles photos sur ce thème, souvent méconnu. Vous la découvrirez sans fausse note à la fin de ce journal. Avant de développer ces titres, on commence par cette belle surprise qu'a reçue une famille du Morbihan ce matin. L'équipe d'une radio locale a réveillé une maisonnée avec des illuminations de fête, de la neige artificielle et un petit déjeuner à domicile. Un beau cadeau à quelques jours de Noël qui a ravi les enfants mais aussi le papa qui ne s'y attendait pas du tout. Linda Kerfa et Pauline Buisson. Bonjour Stéphane. 6 heures, réveil hors norme pour Stéphane. Du fond de son lit, il découvre de joyeux inconnus dans sa chambre. Puis c'est au tour des enfants. Maïwen, 15 ans, Nolan, 12 ans, Maïline, 10 ans, les yeux encore pleins de sommeil. Je sais juste qu'on m'a réveillée ce matin. Et après, j'en sais pas plus. Mais qui t'a réveillée? Alors là, je sais pas non plus. Les enfants, vous pouvez descendre. Cette famille a gagné un tirage au sort organisé par une radio locale. C'est la maman Swazik qui a fait l'inscription et qui était complice de l'équipe. Un festival de surprises. Le jardin n'a désormais rien à envier à celui du Père Noël impressionnant, mais Nolan ne perd pas le nord. Par contre, j'espère que c'est pas nous qui payons la facture d'électricité. À l'intérieur, petit déjeuner de fête avec un chef à la manœuvre. La magie de Noël à toutes les sauces. C'est vraiment l'ambiance de Noël, c'est un Noël rêvé, ça met dans l'ambiance tout de suite. J'ai un peu de mal encore mais ça va aller. Je vais me réveiller, ça va bien se passer dans la journée. Car ce n'est pas terminé, direction l'école primaire de Maïline, en calèche rien que ça. Tous les enfants de l'établissement sont associés à la fête pour ce dernier jour de classe avant Noël. C'était super. Il y avait des feux d'artifice, c'était animé et tout et tout. Matinée hors du commun pour les enfants, mais aussi pour l'équipe de la radio qui a préparé tout cela. On va continuer très très longtemps. S'il pouvait y avoir des It West de Noël tous les jours, moi je suis preneur, partant. La fête avant la grosse fête dans 4 jours. À Elvin ce matin, pas de doute, l'esprit de Noël est bien là. Et c'est aujourd'hui justement pour beaucoup le début des vacances. Vous êtes nombreux à partir rejoindre vos familles pour les fêtes. Conséquence, il y aura du monde sur les routes. Cet après-midi, dans le sens des départs des grandes villes, Bison Futé a classé le trafic orange au niveau national et rouge en Ile-de-France. Demain, c'est pareil, orange au niveau national et rouge en Ile-de-France. Et les associations de victimes de la route s'inquiètent car depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, la moitié des radars sur les routes ont été endommagés et ne fonctionnent plus, ce qui selon elles pourrait avoir des conséquences sur le comportement des Français au volant. Attention donc à respecter les limitations de vitesse pour éviter les accidents. Les Gilets jaunes, justement, vont-ils être nombreux encore ce week-end à manifester? C'est la question que se posent les autorités. Sur les réseaux sociaux, certains en Ile-de-France ont appelé à déplacer le mouvement, non plus à Paris, mais à Versailles. La ville a peur des débordements et le château sera fermé demain toute la journée. Les commerçants également sont sur le qui-vive. Jean-Claude Frédier et Emilien David. Des Gilets jaunes à Versailles. L'appel a été lancé sur les réseaux sociaux. 1400 personnes promettent déjà d'y participer. À l'origine de l'initiative, Éric Drouet, figure médiatique et contestée des Gilets jaunes. C'est lui qui avait appelé selon ses termes à marcher sur l'Élysée, propos pour lequel il a été entendu par la police judiciaire. Par mesure de précaution,
Le château, symbole de la monarchie et de la Révolution française, sera fermé au public. Coup dur pour les professionnels du tourisme. C'est un manque à gagner, même si le combat paraît légitime, mais bon, c'est sur les modalités que tout le monde n'est pas d'accord. Voilà. Ce matin, la préfecture des Yvelines a annoncé qu'un dispositif de sécurité renforcé sera mis en place pour encadrer l'éventuelle manifestation. Les manifestants seront tenus de rester ici, sur l'avenue de Paris, pour protéger les commerces. Nous empêcherons les manifestants de pénétrer dans les zones commerciales où toute manifestation sera interdite. De leur côté, les commerçants sont dans l'expectative. C'est un peu anxiogène. Là, j'avoue que la température commence à monter parce qu'on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas dans quelle mesure, dans quelle proportion, on ne sait rien. Mais pour le dernier week-end avant Noël, pas question de fermer boutique pour cette commerçante. Si on voit qu'il y a beaucoup de mouvements, on avisera et on protégera la vitrine. C'est important de rester ouvert. Oui, surtout en ce moment, parce que c'est un peu compliqué le commerce, donc je resterai ouverte, quoi qu'il arrive. D'autres appels à manifester à Paris ont également été lancés. Les lieux exacts seront communiqués demain matin. Les Gilets jaunes parlent d'un acte 6 surprise. Le mouvement s'annonce surtout dispersé. Et outre cette possible manifestation demain à Versailles, les Gilets jaunes continuent les blocages, et ce notamment aux frontières. Dans les Pyrénées-Orientales, ils bloquent le passage des véhicules aidés de séparatistes catalans. Une cinquantaine de personnes ont été délogées plusieurs fois, mais veulent montrer leur détermination. On écoute l'un d'entre eux. Ça risque d'être chaud. Il va y avoir des gros mouvements de foule, ça risque d'être chaud. Voilà. Là, ça fait 2 fois qu'ils nous détruisent le camp. Donc on va rien lâcher, on reconstruira le camp. S'ils viennent 5e fois, on reconstruira. On n'arrêtera pas. Et nous, on est pacifistes, on joue sur l'économie. S'il faudra durcir, ben on durcira. Emmanuel Macron semble avoir entendu les réclamations des Gilets jaunes. Il est directement intervenu sur le site de la pétition en ligne qui réclame la baisse des prix des carburants. Une pétition qui a récolté plus d'1 million de signatures. Le chef de l'État a écrit aux signataires « Vous avez raison, l'action contre le réchauffement climatique est un combat nécessaire, mais il ne doit pas opposer les problèmes de fin du monde aux problèmes de fin de mois ». Fin de citation. Dans ce contexte, hier, les mesures pour augmenter le pouvoir d'achat des Français ont été votées à l'Assemblée. Le projet de loi de finances 2019 intègre notamment l'annulation de la hausse de la taxe carbone, l'alignement du diesel sur l'essence ou encore le déblocage des crédits destinés à financer la hausse de la prime d'activité pour revaloriser les salaires proches du SMIC. C'est possible ? Je vous le disais en titre, une arrestation capitale dans la lutte contre le terrorisme. Le djihadiste français Peter Cherif a été arrêté à Djibouti. Il est soupçonné d'être l'un des cerveaux de l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015. Connu sous le pseudonyme d'Abou Hamza, il était un proche des frères Kouachi. Grégory Lafont. À 36 ans, Abou Hamza est considéré comme un vétéran du djihadisme mondial, impliqué dès son plus jeune âge à la fin des années 90 dans la filière dite des buts de Chaumont qui envoyait ses recrues en Irak. C'est là qu'Abou Hamza combat dans les rangs d'Al-Qaïda. Arrêté puis condamné à Bagdad en 2004, il s'échappe en 2007 et rejoint la Syrie. De nouveau arrêté, il est extradé vers la France, 18 mois de prison puis un procès dont il n'attend pas l'issue puisqu'il fuit vers le Yémen début 2011. Et c'est dans ce pays qu'il invite les frères Kouachi, Cherif et Saïd, eux aussi membres de la bande des buts de Chaumont. Abou Hamza les y entraîne, au tir notamment, peut-être dans la perspective de l'attentat de Charlie Hebdo qui a fait 12 morts en janvier 2015. Il est en effet soupçonné d'en être le commanditaire et sans doute le cerveau. Il aurait aussi été en lien avec Amédi Koulibaly, l'auteur de l'attentat de l'Hypercacher commis 2 jours plus tard. L'arrestation d'Abou Hamza il y a 5 jours à Djibouti, juste en face du Yémen, sa garde à vue et sa probable extradition devraient permettre d'en savoir plus sur son rôle précis dans ces 2 attentats. Les juges d'instruction ont bouclé leur enquête il y a 1 mois et le parquet ce matin requiert les assises pour 14 personnes. Une nouvelle route de migrants en Europe. Depuis la fermeture des portes d'entrée en Italie, de plus en plus de migrants tentent de rejoindre la France en passant par l'Espagne. Conséquence, le Pays Basque voit arriver des centaines de personnes, principalement venues d'Afrique de l'Ouest. Face à cet afflux, un mouvement de solidarité s'est mis en place. Reportage à la frontière, signé Xavier Gégère. Sur la rive droite, l'Espagne. De l'autre côté du pont, la ville d'Hendaye en France. Chaque jour, une centaine de migrants essaient de traverser la frontière par l'autoroute, le train ou simplement à pied. Je suis passé par Irun avant de venir ici, mais c'est pas facile. Hein. Ouais, parce que la police française m'a retourné. Combien de fois? Une fois. Ouais, c'est la 2e fois que j'ai tenté la chance et puis
Ok. De chaque côté de la frontière, les contrôles se multiplient. La police a augmenté ses effectifs, mais semble dépassée. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. On les interpelle, on les remet aux autorités espagnoles. Malheureusement, ils essayent de repasser et ainsi de suite. Il faudrait environ une trentaine d'effectifs de plus pour être au moins être efficient sur les contrôles. La plupart rejoignent Bayonne à 40 km. Il y a encore 15 jours, sur la place des Basques, ils étaient plusieurs centaines à tenter de prendre le bus vers Paris ou les grandes villes. La mairie a choisi de s'impliquer. Elle a rouvert les locaux de l'ancien centre social. Les migrants y sont accueillis pour 3 jours maximum. On accueille à peu près en ce moment 150 personnes par jour. Ces personnes qui peuvent passer bien sûr la nuit ici, se reposer, se restaurer et puis s'occuper de tout ce qui est soins médicaux aussi. Ça, c'est trop grand. Une chaîne de solidarité impressionnante s'est créée. Dons de vêtements, de nourriture. La mairie fournit les repas de midi. La métropole a embauché 6 personnes. Plusieurs centaines de citoyens deviennent bénévoles ou adhèrent aux associations d'entraide. Un élan qui s'est imposé à Emmanuel et Philippe. Ils ont accueilli Souleymane, ivoirien de 14 ans. L'adolescent a mis 1 an seul pour arriver en France. Il a traversé le désert, connu les passeurs, franchi le détroit de Gibraltar avec un objectif, faire des études et avoir un avenir. Je n'avais pas de moyens pour me mettre à l'école. Ils m'ont mis à l'école, mais arrivé, c'était temps, il n'y avait plus d'argent. La vie là-bas est difficile. Quand tu vas travailler là-bas, tu ne sais pas quoi tu vas faire. Souleymane est maintenant scolarisé et placé durablement dans sa famille d'accueil. Pourtant, au départ, ce devait être juste un dépannage pour 24 heures. En fait, on a rencontré quelqu'un. Et c'était plus un migrant, c'était Souleymane. Et Souleymane, on s'est dit qu'il méritait aussi d'avoir sa chance, quoi. Mais tous n'ont pas cette possibilité. Même s'ils réussissent à embarquer dans un bus pour une grande ville, 95% des migrants adultes passant par le Pays Basque ont, selon la formule officielle, vocation à quitter le territoire français. L'actualité à l'étranger, en bref, marquée par la démission du chef du Pentagone aux États-Unis, Jim Mattis a affiché clairement son désaccord avec Donald Trump sur le retrait des troupes américaines de Syrie et la préparation d'un désengagement partiel d'Afghanistan. Il a préféré quitter le gouvernement. Le secrétaire à la Défense était un homme respecté sur la scène internationale. Sa démission montre que le président des États-Unis est de plus en plus isolé. Carlos Ghosn, de nouveau placé en garde à vue à Tokyo. L'ex-président de Nissan et toujours PDG de Renault fait l'objet de nouvelles accusations, cette fois d'abus de confiance aggravés pour avoir fait passer dans les comptes du constructeur japonais des pertes sur des investissements personnels. Ces charges interviennent alors que Carlos Ghosn semblait sur le point d'obtenir une libération sous caution après plus d'1 mois de détention liée à ses déclarations de revenus au Japon. En République tchèque, une mine a été frappée par un coup de grisou. 13 mineurs sont morts et 10 ont été blessés. C'est la combustion du méthane qui a dévasté une partie de la mine. Les coups de grisou sont liés à ce gaz invisible et incolore qui se dégage des couches de charbon dans les exploitations. Un phénomène qui malheureusement n'est pas rare. C'était il y a 5 ans. Rappelez-vous, Michael Schumacher a été victime d'une chute en ski dans la station de Méribel. Après 6 mois de coma à l'hôpital de Grenoble et des années de convalescence, nous avons cherché à savoir comment va aujourd'hui l'ancien champion de Formule 1. Les nouvelles sont extrêmement rares et peu de choses filtrent sur son état de santé. Mais la famille prépare la relève via son fils qui a pris le chemin des circuits. Sylvain Tizy, Flore Emergue et Jean-Baptiste Bruno. Il a connu les plus belles victoires. C'est le meilleur pilote au monde et de l'histoire. C'est constitué un incroyable palmarès dans l'un des sports les plus dangereux du monde. C'est un pilote qui prend toujours la bonne ligne, qui fait toujours exactement ce qu'il faut. Mais son destin s'est brisé un matin de ski en altitude. Il m'est jamais rien arrivé. Et il faut qu'il attende sa retraite, ses loisirs, pour qu'il arrive quelque chose de définitif. Retour sur le parcours d'un immense champion, Michael Schumacher. Le jeune homme grandit dans une famille d'ouvriers allemands et dès le plus jeune âge, Michael Schumacher se passionne pour la course automobile. Son père lui construit son premier karting et sur la piste, il se révèle. Il est très en avance et il a notamment une capacité à réagir beaucoup plus rapide que d'autres. Pourtant, rien ne prédestine l'aîné de la famille Schumacher
à réussir dans un sport que l'on qualifie alors de discipline de riches. Schumacher, il s'est fait par le talent. Il était bon. Il sentait ça. Quand il a commencé le karting, très vite, c'est devenu une passion qui dominait tout le reste. Une première victoire en Grand Prix à 23 ans et un beau mariage avec la femme de sa vie, Corinna Betsch. Ensemble, ils auront 2 enfants. Ça va être le ciment même de sa réussite, parce que le Schumacher survolté qu'on voit sur les pistes, c'est un père de famille, c'est un mari qui est très calme et qui a besoin de ce cocon familial qu'elle va constituer année après année. Sur les circuits, les succès s'enchaînent. Avec son écurie fétiche, Ferrari, il gagnera le surnom de Baron Rouge. 7 titres de champion du monde, 91 victoires, des records qui tiennent toujours. Il est considéré comme le plus grand pilote de tous les temps, devant Fangio, Prost et Senna. En 2012, il prend sa retraite. Alors qu'il a maintes fois pris des risques au volant sur le bitume, c'est sur la neige, lors d'une banale descente en ski, que sa vie va basculer. Nous sommes le 29 décembre 2013. Michael Schumacher passe les fêtes en famille dans la station de Méribel où il possède un chalet. En cette matinée ensoleillée, il dévale les pistes enneigées avec un groupe d'amis et son fils Mick, 14 ans. On est entre amis, ça fait visiblement plusieurs heures qu'ils font du ski, ça se passe plutôt bien. Il s'aventure sur une petite crête, une petite bosse, il contourne. Et à un moment, il fait du hors-piste, mais du hors-piste entre 2 pistes balisées, quoi. Quelque chose que tout le monde aurait pu faire. Et il n'a pas de chance, ses skis se bloquent, et il bascule en avant, et il chute de 2 ou 3 mètres, ce qui normalement est une chute banale. L'ancien champion percute alors une pierre, tête la première. Le casque se fend en 2, et Schumacher est là, au sol. Et c'est là que le drame commence. Cette photo a été prise quelques minutes après le drame. L'hélicoptère du SAMU vient de se poser sur la piste. Les secouristes entourent le champion allemand. Ils constatent une plaie sur la façade droite du crâne et un important écoulement de sang. Michael Schumacher perd connaissance dans l'hélicoptère qui le transporte vers le CHU de Grenoble. La nouvelle commence alors à se répandre. Il y a quelque chose d'un peu irréel, c'est-à-dire qu'on veut tout de suite tout savoir, on veut comprendre parce qu'on est habitué à connaître le moindre détail de sa vie. La presse du monde entier s'installe alors au pied de l'hôpital et attend de ses nouvelles. Son épouse Corinna se rend à son chevet sans dire un mot. C'est son attaché de presse qui distille quelques informations. Michael a été sous surveillance médicale toute la nuit. Son état est stable. Dans son combat, Michael Schumacher peut compter sur un incroyable fan club. Des supporters de l'écurie italienne qui déploient des drapeaux devant le centre hospitalier de Grenoble. Ça peut l'aider à se battre, voilà. Savoir que tous ces supporters sont là. J'ai suivi toutes ces victoires, ces 91 victoires en Formule 1. Là aujourd'hui, c'est sa 92e. Il ne faut pas qu'il la rate celle-là. Mais les bonnes nouvelles tardent à venir. Les semaines se succèdent et Michael Schumacher reste dans le coma. Septembre 2014, 9 mois après son accident, Michael Schumacher est transporté à son domicile sur la commune de Gland, au bord du lac Léman en Suisse. Une immense propriété de 13 hectares. Sa propriété de Gland, on peut l'appeler Bunker Palace. C'est quasiment impossible de rentrer dedans. Il faut imaginer un château dans lequel une aile est dédiée et ressemble à un hôpital avec les appareils et les meilleurs qu'on puisse avoir. Une quinzaine de médecins et de thérapeutes se relaieraient également au chevet de l'ex-champion du monde. Des soins à la facture exorbitante. On estime que ces soins coûtent environ 50 000 € par semaine. Tout est donc fait pour aider Michael Schumacher à se remettre de son accident. Mais aujourd'hui, une question n'a pas encore de réponse publique. Dans quel état se trouve-t-il ? Visiblement, d'après les dernières sources des journaux anglais, qu'il ne serait plus alité, qu'il serait très faible, qu'il aurait perdu beaucoup de poids, qu'il n'aurait aucune réaction sur son visage. En dehors des soins, des actions plus simples sont tentées pour le stimuler. On l'emmène visiblement parfois dans une voiture pour faire des tours de la résidence. Il ne réagit pas, mais l'idée c'est de lui redonner contact avec des sens. Aujourd'hui, Michael Schumacher poursuit son combat, entouré par sa femme et sous le regard de ses enfants. Si la fille aînée des Schumacher, Gina Maria, a opté pour l'équitation, tous les regards se portent aujourd'hui sur le fils cadet, Mick, 18 ans. Ce dernier a choisi de suivre la voie de son père et de devenir pilote de Formule 1. Et le jeune Allemand en prend le chemin.
Les champions de Formule 3, si vous regardez bien, les 6 derniers champions de Formule 3 sont tous en F1 cette année. La Formule 1 regarde très attentivement tous ces progrès. L'an prochain, Mick passera à l'étape supérieure en Formule 2, l'antichambre de la Formule 1, prêt à de nouveau faire rugir le nom de Schumacher sur les circuits. C'est une nouvelle qui ouvre de grands espoirs dans la lutte contre le sida. Une équipe de l'Institut Pasteur a peut-être trouvé comment éliminer les cellules infectées par le sida. Jusqu'ici, la médecine savait simplement éviter leur propagation. Pour l'instant, cette découverte a eu lieu uniquement en laboratoire, mais elle ouvre la voie à une possible rémission pour les patients. Nastasia Tapenag et Marc Guéring. C'est une découverte qui fait naître l'espoir de lutter plus efficacement contre le virus du sida. À l'Institut Pasteur à Paris, cette équipe de chercheurs a trouvé un moyen de détruire certaines cellules à l'origine de la propagation du VIH. Une avancée par rapport au traitement actuel avec les antirétroviraux ou trithérapie. Normalement, les antirétroviraux qui sont disponibles aujourd'hui bloquent efficacement la multiplication du virus, mais ils ne peuvent pas éliminer la cellule infectée. Donc notre idée, c'était d'essayer d'identifier des caractéristiques de la cellule qui se fait infecter par le VIH. Un travail payant. L'équipe a découvert que le virus du VIH ne contamine que certaines cellules pour se propager. Elle remarque que plus le cœur de ces cellules, le lymphocyte, consomme de glucose, plus il est infecté. Les chercheurs ont donc tenté de bloquer ces lymphocytes avec un inhibiteur, comme dans la lutte contre le cancer. Une fois bloquées, ces cellules résistent à l'infection et à terme éliminent le VIH. Une avancée majeure, mais pas définitive, car il est impossible pour l'instant de détruire toutes les cellules infectées. Mais l'espoir est d'en limiter le nombre dans l'organisme. Si le virus peut toujours être présent, peut-être à des niveaux très faibles, donc suffisamment faibles pour que l'organisme puisse les contrôler et donc ne pas avoir besoin d'un traitement antirétroviral. Une possible rémission donc, à défaut d'une totale guérison. Testée en laboratoire, l'expérience doit encore être affinée puis confirmée par une phase d'essai clinique chez l'homme, pas avant plusieurs années. En Afrique, une pétition reproche à Disney d'avoir enregistré la fameuse réplique Hakuna Matata du roi lion comme marque déposée. Elle a été signée par 120 000 personnes. L'expression signifie pas de problème en swahili, la langue la plus parlée d'Afrique de l'Est. Alors que reproche-t-on à Disney ? Eh bien, Disney est accusé de faire du profit sur une expression du langage courant de cette langue africaine, comme si une entreprise en France déposait une marque comme Comment ça va, par exemple. La marque Hakuna Matata est déposée pour l'impression textile depuis 2003. L'entreprise peut donc attaquer en justice une société qui sortirait des t-shirts avec cette expression. Disney n'a pas encore répondu aux critiques. Alors, quels sont les autres exemples de marques insolites ? Eh bien, en France, il existe désormais la marque Gilet jaune. Pas moins de 23 ont été déposées depuis le début du mouvement, mais il existe aussi d'autres marques surprenantes qui vont de France à Benalla, en passant par la marque Phobie administrative de l'ancien député Thomas Thévenoud, accusé de fraude fiscale. Pour déposer une marque, il faut se rendre sur le site de l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. Cela permet d'avoir des droits sur son exploitation, en tirer des redevances et éviter également qu'elle ne soit reprise par d'autres. Comptez 210 € pour déposer une marque. À quelques jours de Noël, c'est pour beaucoup l'heure de faire les derniers cadeaux. Pour les petits, on rêve de beaux jouets en bois et de poupées qui ressemblent à des personnages sortis de contes pour enfants. C'est ce que propose la marque Moulin Rôti, basée près de Nantes. Elle allie esprit traditionnel et design contemporain. Des idées cadeaux qui risquent bien d'inspirer le Père Noël. Reportage Adrianos. Mobile, doudou, peluche, depuis près d'un demi-siècle, Moulin Rôti émerveille les tout-petits. Cette année encore, les chats Alphonse, Fernand et Lulu auront une place de choix au pied du sapin. C'est des jouets un peu plus traditionnels, dans des matières un peu nobles. C'est un livre ouvert. Dès qu'on voit une peluche ou quelque chose, ça y est, je m'imagine l'histoire qu'on peut raconter. Ces histoires sont créées à 40 km de Nantes. Ici, pas d'études de marché ni de marketing. Tout part de l'imagination de l'équipe de création. On considère que c'est des vrais personnages, on n'a jamais considéré que c'était des poupées. Donc quand on commence à savoir ce qu'on va faire, pour nous il est vivant. Donc où est-ce qu'il habite, qu'est-ce qu'il fait, quels sont ses copains. Il faut ensuite choisir les couleurs et les tissus. Alexandra, elle, s'occupe de donner forme aux personnages. Je teste des choses, je propose et avec l'équipe on va choisir un peu ce qui nous parle le plus. Une fois la maquette finie, place à la confection avec Valérie, couturière pour la marque depuis 24 ans.
Je leur donne vraiment vie. C'est-à-dire que là, voilà, ils sont vraiment créés à ce moment-là. Et après, déclinent tout le reste de la collection. Les produits sont ensuite fabriqués en Chine et en Roumanie avant d'être vendus dans un réseau de 1500 boutiques en France. Contrairement à ses principaux concurrents comme Djeco et Lilliputien, Moulin Rôti a décidé de résister à la vente sur Internet. On veut que nos produits soient distribués dans de bonnes conditions, qu'ils soient visibles, que la personne qui vend le produit le conseille et donne de l'envie au consommateur final. Chaque année, Moulin Rôti commercialise 1,5 million de produits en France, mais aussi à l'étranger. La marque réalise près de la moitié de son chiffre d'affaires à l'export et séduit de plus en plus d'enfants du monde entier. Et outre les cadeaux ou même le sapin, la bûche est aussi l'un des incontournables de l'esprit de Noël. Mais elle peut prendre toutes les formes et tous les goûts sont permis. Les saveurs exotiques ont la cote cette année. Sur nos tables de fête, elle pourrait supplanter les traditionnelles bûches au chocolat ou au café. Reportage Félix Thomen, Myrial Layani et Marion Lawamen. Elle se laisse d'abord admirer, telle une œuvre d'art. La bûche de Noël, toujours soignée, sophistiquée, se décline à l'infini, sous toutes les formes, toutes les couleurs, toutes les saveurs. Depuis plusieurs années, cette chef pâtissière s'amuse à sortir des sentiers battus. Ces bûches de Noël mêlent des parfums venus d'ailleurs. Celle-ci est à l'eau de rose et à la pistache, un mélange audacieux, la plus vendue ces dernières semaines. Les gens ont peut-être envie de un peu plus de légèreté pendant les fêtes, raconter peut-être une histoire autour de la rose, d'où ça vient, comment c'est fait, ça fait peut-être un petit peu rêver. Un voyage gustatif à 40 € les 6 parts. Les bûches fruitées et exotiques sont aussi appréciées pour une autre qualité. Après un bon repas, il faut faire des bûches un peu plus légères. Moins de sucre et plus de fruits, leur légèreté l'a donc emporté sur le chocolat dans cette pâtisserie. Grands chefs pâtissiers et boulangeries ne passent plus à côté. Christophe Michalak propose une bûche étoilée à la mangue yuzu, le parfum phare des bûches exotiques avec la coco et la passion. On retrouve ces trois saveurs chez Philippe Conticini, mariée à l'ananas chez Hugo et Victor, ou encore la bûche mangue coco à la boulangerie Utopie. L'exotique se déguste aussi glacée. Ça fait des bûches roulées, vous savez, des vraies bûches quoi. Mais moi j'aime bien la glace. Conforme à la tradition, plus d'un Français sur deux terminera son repas par une bûche de Noël. Une nouvelle version humoristique de Maman, j'ai raté l'avion, un impressionnant parcours de VTT et une alerte d'hameçonnage sur Facebook. C'est la Minute Web, signée aujourd'hui Irène Candel. Si vous voyez ces dessins dont le deuxième est tronqué, ne cliquez surtout pas dessus pour découvrir l'intégralité de l'image. C'est une vaste opération de hameçonnage sur Facebook qui porte ce nom. En cliquant, vous êtes redirigé vers un site de stockage qui siphonne vos données. Le ministère de l'Intérieur met en garde, Facebook aussi. Si vous avez déjà cliqué, il faut alors que vous alliez dans vos paramètres de confidentialité sur le réseau social et que vous suiviez les procédures. Mom? Dad? La scène vous dit quelque chose? Macaulay Culkin n'a plus 10 ans mais 38 dans ce remake de Maman, j'ai raté l'avion. Pour cette parodie du film culte, certaines séquences sont reproduites à l'identique, à ceci près que l'acteur, 28 ans plus tard, est équipé d'un assistant vocal. Hey Google, begin Operation Kevin. Cette publicité pour l'assistant Google a été visionnée plus de 13 millions de fois. Une déesse du bug devant un portrait de Picasso, c'est le nom de cette œuvre virtuelle en réalité augmentée, réalisée par une créatrice new-yorkaise d'origine iranienne, pionnière en art digital. Plusieurs fois distinguée par des prix pour son travail insolite et innovant, elle est aussi professeure d'animation graphique à l'université de Brooklyn, une artiste à découvrir sur Instagram. Kylian Bron est ce qu'on appelle un sportif de l'extrême. Il y a quelques jours, il a promené son VTT sur la Via Ferrata des Dolomites dans les Alpes italiennes. À une vitesse folle, il dévale des sentiers larges de quelques dizaines de centimètres, bordés de ravins vertigineux. Le jeune homme surentraîné est un habitué de ce genre de prouesse à ne pas reproduire évidemment. C'est l'un des plus grands photographes français, Robert Doisneau, est à l'honneur à la Philharmonie de Paris. Une exposition lui est consacrée sous un angle qu'on connaît peu, son goût pour la musique populaire. Plus de 200 photos sont regroupées autour de ce thème dans une rétrospective mise en scène par Stéphane Zimmerli du groupe Moriarty. Il signe également la bande-son de l'exposition. Jessica Martinez et Melchior Insi. C'est une déambulation
dans les pas du photographe, sur les trottoirs de Paris, dans ses cafés, Robert Doisneau à l'affût des chanteurs, des instruments. Et pourtant... Il explique qu'il n'est pas du tout connaisseur de musique. Il a l'oreille en friche, comme il dit. Ce qu'il cherche, par le contact avec les musiciens, c'est les étincelles de vie, c'est les expressions sur le visage d'un musicien qui joue ou sur celle des gens qui l'écoutent. Stéphane Zimmerli, du groupe Moriarty, a imaginé le parcours pour accompagner le regard. Des photos de musiciens classiques, toujours figés avec malice, au visage des chanteurs de rue, saisis dans les quartiers populaires. Quand on regarde ces images aujourd'hui, mais qui était un Paris, j'allais dire rugueux, mais un Paris de la rue, un Paris qui n'intéressait personne, où personne n'allait, si ce n'est Doisneau et son appareil photo. De la dureté des visages de la rue, au trait des chanteurs et chanteuses de l'après-guerre, Juliette Gréco, Charles Aznavour ou encore Barbara et Georges Brassens. Si la photo est bonne, juste un deuxième... Des photos, des visages qui ont fait de Doisneau le photographe connu dans le monde entier pour ses images d'un Paris romantique, libre, en noir et blanc. Un cliché, car à 76 ans, il continue à photographier au présent. C'est incroyable de voir à quel point mon grand-père, qu'on enferme dans une forme de nostalgie, en fait, était toujours tourné vers des lieux qui bougeaient, vers demain, vers le futur, vers l'avenir. Renaud et les Rita Mitsuko. Il a adoré Catherine Ringer et Fred Chichin, et ça se voit parce qu'on a vraiment une variété de poses, et il adorait les gens qui savaient poser, les gens qui étaient comédiens, qui aimaient jouer. Environ 200 photos sélectionnées parmi les 450 000 tirages du photographe dessinent un visage méconnu d'un Doisneau toujours curieux, malicieux et tendre. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous pour votre fidélité. Dans un instant, vous retrouvez votre série Scène de ménage, puis le téléfilm La magie de Noël. Prochain journal ce soir, le 19h45, présenté par Diane Douzier. Moi, je vous retrouverai lundi. Très bon week-end à tous avec nous sur M6. Retrouvez l'actualité 24h sur 24 sur m6info.fr.